notre façon de procéder aujourd'hui, on va voir, si vous voulez bien, on avait dit le CARE en mouvement, on va commencer par voir les métiers du CARE. Et je vous propose, ça va être à toi, si tu veux bien, Mathieu, de montrer à la fois ton expérience au titre d'OxyLife et puis au global, parce que j'imagine que ta thèse t'a amené à voir un peu large. Voilà, donc toi voilà ce que j'ai mis comme visuel. À toi. Merci Anne-Marie. Donc effectivement, moi je travaille dans le secteur de l'aide à domicile et des soins à domicile. Donc c'est un secteur qui est largement sinistré, un des plus sinistrés en France, avec plus de 2,5 millions de journées de travail perdues chaque année liées au TMS, soit plus de 10 000 équivalents temps plein, et donc une grosse problématique RH sur les absences qui sont liées soit aux accidents de travail directement, soit au TMS. Et ces TMS, quand on s'intéresse, donc ces troubles musculo-squelettiques, quand on s'intéresse un petit peu plus à leurs origines, ils sont généralement liés aux activités liées à la manutention, à la mobilisation des clients qu'on appelle les bénéficiaires, qui sont des personnes en perte d'autonomie, qui sont âgées ou en situation de handicap. Et donc ces troubles musculo-squelettiques, ils trouvent leur origine, leur cause, donc sur les mobilisations, soit lors des aides au transfert, soit lors des aides à la toilette, qui sont globalement les deux activités les plus traumatisantes, les plus sollicitantes, et donc à l'origine de la majorité de la sinistralité, des accidents de travail et donc de ces altérations. Et à l'origine donc de ce travail de thèse, on s'est posé la question: quelles sont les causes? Donc ça, on les a à peu près expliquées, mais surtout, quelles peuvent être les solutions pour limiter cette contrainte physique par rapport aux spécificités de ces métiers-là. Parce que dans les métiers du CARE, les métiers liés au domicile ont des spécificités très particulières, celle de travailler dans un environnement qui est non normé, qui est toujours changeant. Chaque domicile a ses propres particularités, ses propres spécificités. La personne qu'on accompagne aussi, évidemment, c'est de travailler de manière isolée, on travaille seul. Donc ça, qui sont les deux particularités, on va dire les plus importantes, c'est le déplacement, puisqu'il faut aller d'un lieu de travail à un autre, et puis c'est aussi le manque de formation, puisque pour pallier aux absences, et c'est un peu le cercle vicieux de la ressource humaine, il y a un manque de formation cruel qui expose forcément les salariés à, pas forcément davantage de risques, mais en tout cas de moins savoir comment les prendre en considération. Et donc, en analysant un peu tous ces facteurs de risque, on s'est posé la question de quel pouvait être l'effet des exosquelettes sur ces métiers-là. Déjà, est-ce qu'ils pouvaient répondre à la contrainte physique, et puis est-ce qu'ils pouvaient être intégrés dans les processus métiers qui couvrent donc ces différentes spécificités. Et c'est pour ça qu'on a monté un projet de thèse qui s'est déroulé de 2021 à 2024, qui a eu pour objectif d'évaluer les effets techniques et environnementaux donc de différents types d'exosquelettes, donc des exosquelettes actifs, enfin un exosquelette actif, le Japet d'ailleurs, qui est un exosquelette motorisé donc pour le bas du dos, et des exosquelettes passifs pour aussi assister le dos et les membres supérieurs. Donc 3 types d'exosquelettes qu'on a testés. Alors là, les photos montrent la deuxième partie des tests qui étaient sur le terrain. On a fait aussi toute une batterie de tests en laboratoire pour évaluer, donc d'abord en laboratoire et ensuite sur le terrain, pour d'abord évaluer les effets vraiment purement techniques des différents dispositifs. Est-ce que ça assiste bien au niveau musculaire, au niveau des amplitudes articulaires, du ressenti de l'effort, de la posture, sur des opérations, sur des tâches simulées, et puis après de vérifier sur le terrain si cette espèce de modèle qu'on a fait en laboratoire se vérifie. Et donc ce qu'on a observé, c'est que globalement les exosquelettes ont vraiment un intérêt sur le ressenti de l'effort d'une part, et sur l'activité musculaire d'autre part, et essentiellement au niveau des membres supérieurs. C'est là en tout cas qu'on a observé les plus gros bénéfices. Et aussi un intérêt, et ça c'est ce qui était marquant, c'est un intérêt des professionnels pour utiliser ce type de dispositif.
La contrainte majeure qui s'impose, c'est comment déjà assister à la fois le dos et les membres supérieurs, et comment intégrer, mais plutôt dans l'organisation, l'utilisation et l'usage de ce type de dispositif. Parce qu'à la base, la question qu'on s'est posée, c'est le premier frein, c'est quelle va être la perception du professionnel, mais aussi du client bénéficiaire par rapport au dispositif. Et on a été agréablement surpris de voir que, de manière générale, les deux parties sont plutôt favorables à l'intégration de ce type d'outils, de ce type de solutions, lorsqu'elles sont présentées, en tout cas avec un discours qui est assez, et ça on y reviendra peut-être sur toutes les modalités d'intégration, mais un discours qui est vraiment penché et orienté sur l'amélioration des conditions de travail et la diminution de la contrainte physique. Et que ce soit les bénéficiaires ou les professionnels ont bien accueilli cette solution. Il y a donc des effets positifs sur l'activité musculaire et sur le ressenti de l'effort. Et ce qui reste à lever aujourd'hui, donc, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer ce type de solution dans les pratiques. Est-ce que alors c'est comme ça qu'on s'oriente plutôt, ce dispositif va plutôt par professionnel et pas forcément par solution, mais il reste des questions, notamment comment on gère l'entretien, comment est-ce qu'on gère les déplacements, comment est-ce qu'on gère l'entretien et de manière générale l'utilisation et l'assemblage donc des deux assistances. Merci Thomas. Ce que tu nous présentes, c'est très clairement la grosse difficulté aussi que vous voyez bien, c'est que derrière l'ajustement technique, derrière la qualité technique, derrière l'efficacité technique, il y a toute la question. Alors j'aime pas le terme d'acceptabilité parce que moi je l'aime pas du tout parce que ça veut dire que c'est descendant. Mais c'est comment est-ce que de façon interactive on peut faire en sorte que les utilisateurs, qui là en plus sont le plus souvent des utilisatrices, non seulement acceptent, demandent, intègrent globalement à leur pratique, et ça c'est effectivement la question qu'on verra après. Alors son étude est précieuse, donc on avait fait un résumé, mais peut-être qu'un peu plus sera accessible. Donc merci Mathieu. Et oui, c'est d'autant plus important que le secteur est en tension, que quand vous regardez, si vous voulez, dans les différents départements ou régions de France, on sait que c'est un métier qui manque globalement, qui manque de personnel, sur lequel il va y avoir de plus en plus de besoins parce que la population vieillit de plus en plus et que les tensions sont vraiment très importantes. Donc cette question-là, encore une fois, bien intégrée à d'autres types d'approches, c'est vraiment très utile. Merci Mathieu. Alors